Les documentaires sont des films qui servent non seulement de témoignage de notre vie et de notre époque, mais aussi de miroir de la société. Ces récits non fictionnels couvrent presque tous les aspects de notre vie, de la naissance à la mort. Les documentaires, censés refléter le monde, amènent parfois les spectateurs à s'interroger sur le film et les intentions du réalisateur. Certains thèmes là sont tellement choquants et troublants que la réalité enregistrée devient une source de débats intenses. En pensant à ces films, nous dénombrons les 10 documentaires les plus controversés de tous les temps. Numéro 10, Mea Maxima Culpa. Silence dans la maison de Dieu par Alex Gibney. Ce documentaire de 2012, réalisé par Alex Gibney, explore un sujet extrêmement sensible, la pédophilie dans l'Église catholique. Le film de Gibney retrace les abus subis par 4 hommes sourds de l'école Saint John pour sourds à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il suit la dissimulation des faits de Milwaukee aux églises d'Irlande et finalement jusqu'au Vatican. Terry Cao, Gary Smith, Pat Kuen et Arthur Badinsky ont entrepris de dénoncer le prêtre qui les a abusés au milieu des années 1960 à l'école Saint John pour sourds. Chacun de ces hommes a initié la première protestation publique contre les abus sexuels du clergé, menant ensuite au scandale appelé « Affaire Lawrence Murphy ». À travers leur affaire, le film suit une dissimulation qui s'étend du Wisconsin aux églises d'Irlande, jusqu'au plus haut sommet du Vatican. Le titre du film provient de l'expression latine « Mea Maxima Culpa », qui se traduit par « ma faute la plus grave ». Le numéro 9 est l'acte de tuer de Joshua Oppenheimer. Entre 1965 et 1966, un génocide a eu lieu en Indonésie. Ce documentaire de 2012 explore l'histoire et les conséquences des meurtres de quelque part entre un demi-million et 1 million de personnes par des forces paramilitaires et des gangsters soutenus par le gouvernement. Le film se concentre sur les gangsters qui sont passés du marché noir à devenir l'un des escadrons de la mort les plus puissants du pays. Après un coup d'État raté en 1965, Mohamed Sahatro a renversé le premier président de l'Indonésie, Sukarno. C'est alors que les escadrons de la mort sont apparus. Ces groupes s'étaient désormais transformés en organisations puissantes qui comptaient pimpionter parmi leurs membres, y compris des ministres du gouvernement. En racontant le génocide, Oppenheimer trompe les participants pour rejouer le massacre. Il a présenté le documentaire comme un film glorifiant leurs atrocités et présentant leurs actes comme héroïques. Le résultat a amené plusieurs personnes impliquées dans le massacre à rejouer les meurtres réels. À cause de cela, nous voyons un récit troublant de la mentalité des tueurs et à quel point la vie humaine était peu valorisée à l'époque de ce génocide. Numéro 8, Nuit et brouillard d'Alain Resnais. 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, Nuit et brouillard retrace les horreurs des camps de concentration nazis. Le titre de l'œuvre est tiré de Nacht und Nebel, une directive d'Adolf Hitler du 7 décembre 1941 visant les militants politiques et les aides à la résistance. Cette directive a entraîné des enlèvements forcés et des disparitions dans tous les territoires occupés par l'Allemagne nazie. Resn combine des images filmées en 1945 lors de la libération des camps avec ses propres prises de vue des sites abandonnés du complexe du camp de concentration d'Auschwitz et du camp d'extermination de Majdanek. Décrivant les conditions dans les deux camps, Resn évoque le sadisme infligé aux détenus condamnés, y compris la torture, les soi-disant expériences scientifiques et médicales, les exécutions et la prostitution. Une partie du film est entièrement en noir et blanc et montre des images de chambres à gaz et des tas de corps. En raison de problèmes de censure, certaines images des cadavres ont été retirées du documentaire, et une image d'un officier français apparent a été masquée, pour atténuer toute association de l'implication de Francis dans l'Holocauste. Numéro 7. Le pont par Eric Steele. Ce documentaire de 2006 a provoqué la controverse lors de sa première au Festival du film de Tribeca, et pour de bonnes raisons. Il montre des images de véritables suicides, des personnes notamment qui se sont jetées dans les eaux glacées du détroit du Golden Gate pour mettre fin à leur jour. Steele et son équipe ont filmé en continu le célèbre pont du Golden Gate de San Francisco pendant les heures de jour. En 2004, ils ont recensé 23 des 24 suicides connus sur le pont. Les images de toutes ces morts ne sont que le début de la controverse, car Steele et son équipe ont été critiqués pour ne pas avoir tenté de prévenir ces suicides.
De plus, Steele a menti aux responsables du Golden Gate Bridge, affirmant qu'il avait l'intention de capturer la puissante et spectaculaire intersection du mouvement et de la nature qui a lieu chaque jour au Golden Gate Bridge. Steele a également omis un point important lors de son échange avec les familles des victimes. Il a interviewé les proches et amis des victimes de suicide, et il ne les a pas informés qu'il possédait des images de la mort de leurs proches. André Pulver, critique de cinéma pour le quotidien national britannique The Guardian, a déclaré que The Bridge pourrait être le film le plus moralement répugnant jamais réalisé. Numéro 6. Donne-moi un abri par David et Albert Mallès. Ce documentaire emblématique, nommé d'après Donne-moi un abri, le morceau principal de l'album Let It Blood, retrace les dernières semaines de la tournée des Rolling Stones en 1969. Il couvre seulement les 10 derniers jours de leur tournée et s'achève sur leur concert gratuit désastreux à Altamont. Le concert gratuit à l'Altamont Speedway, au nord de la Californie, est resté célèbre pour sa violence, sa mauvaise organisation et la mort de 4 personnes. Le décès de Meredith Hunter, 18 ans, filmé par les réalisateurs, est devenu le centre de leur film. Hunter a tenté, avec d'autres membres de la foule, de forcer son passage sur la scène. Par conséquent, il a été frappé par les Hells Angels, responsables de la sécurité du groupe. Hunter a alors sorti un revolver avant d'être frappé par le Hells Angel Alan Pissarro et a été poignardé au moins 6 fois, mourant de ses blessures. Le coup de couteau porté à Hunter a été filmé par au moins un des nombreux caméramens qui tournaient le documentaire et est apparu dans le montage final de l'œuvre. Pissarro a été accusé de meurtre et, après un procès de 17 jours, a été acquitté pour légitime défense. Les frères Mal ont été accusés d'avoir provoqué indirectement la violence. Mais la véritable mesure dans laquelle la présence de la caméra a pu influencer le chaos à Altamont ne sera jamais totalement claire. Numéro 5. The Thin Blue Line d'Errol Morris. The Thin Blue Line est un documentaire américain de 1988 réalisé par Errol Morris sur Randall Dale Adams, un homme condamné à mort pour un meurtre qu'il n'a pas commis. L'affaire d'Adams a été revue et il a été libéré environ 1 an après la sortie du film. Ainsi, le documentaire a été présenté comme le premier film policier à réellement résoudre un meurtre. Errol Morris, le réalisateur, a été détective privé. Dans le documentaire, il se sert du film pour analyser les preuves du meurtre de 1976 impliquant Randall Adams, condamné pour le meurtre de l'officier de Dallas, Robert Wood. C'est grâce à son documentaire devenu Enquête que le film était considéré comme controversé. En tant que suspect dans l'affaire, David Harris finit par admettre l'innocence de Randall Adams et avoue indirectement sa propre culpabilité. L'enregistrement audio de Morris a permis d'annuler le verdict et de libérer Adams, condamné à perpétuité après avoir d'abord écopé de la peine de mort. Le titre du film vient du commentaire du procureur Doug Mulder, lors de sa plaidoirie finale, affirmant que la police est la fine ligne bleue qui sépare la société de l'anarchie. Le numéro 4 est Blackfish de Gabriella Cowper-Thwaite. Blackfish est un documentaire de 2013 qui se concentre sur la vie de Tilly Coombs, une orque qui a été gardée à SeaWorld Cowpers. Waite a entamé le film après la mort du dresseur de Tilly Coombs, Don Branco, en février 2010, et en réponse à son affirmation selon laquelle l'orque aurait ciblé Branco en raison de son choix de coiffure. Cowper-Thwaite a affirmé que cette déclaration était entièrement inventée, et qu'il devait y avoir plus derrière cette histoire. À travers le point de vue de Tilly Coombs, Cowper-Thwaite crée une vision troublante des expériences que vivent les orques lorsqu'elles sont détenues en captivité. Le documentaire traite des traumatismes causés par la capture des orques, dont celle de Tilly Coombs en 1983 près de l'Islande. Il met l'accent sur la séparation des orques de leurs petits dans les parcs à thème et sur les torts de confiner plusieurs orques dans le même enclos. Le documentaire inclut des extraits montrant Tilly Coombs harcelée par d'autres orques captifs au Sealand du Pacifique, des incidents que le réalisateur affirme avoir contribué à l'agressivité rapportée de Tilly Coombs. Cowper-Thwaite s'intéresse aussi à l'affirmation de SeaWorld, selon laquelle les orques captives vivraient aussi longtemps que celles à l'état sauvage, soit 30 ans pour les mâles et 50 ans pour les femelles. Le documentaire réfute cette affirmation. Beaucoup des dresseurs qui se sont exprimés dans le reportage affirment que leurs propos ont été déformés pour servir un agenda biaisé visant à sensationnaliser des incidents tragiques.
SeaWorld 2 a déclaré dans un communiqué que le réalisateur n'a pas fidèlement représenté l'organisation dans le documentaire. Michael Scarpuzzi, le vice-président des opérations zoologiques et entraîneur pour SeaWorld San Diego, déclare « Le documentaire exploite la mort de Branco et des détails macabres, sans informer le public. Mais plutôt malheureusement en raison du désir de faire du sensationnalisme. » En janvier 2014, la famille de la défunte dresseuse a affirmé qu'elle et la fondation à son nom n'étaient pas liées au film, et qu'ils ne croyaient pas que cela reflétait fidèlement Branco ou ses expériences. Numéro 3. Crumb de Terry Zwigoff. Ce documentaire de 1994 porte sur l'artiste de bande dessinée underground Robert Crumb. L'artiste s'est fait connaître dans les années 1960 par son style unique, visible sur la pochette de l'album Cheap Thrills de Janis Joplin. Sa bande dessinée en une case, Keep on Truckin', publiée dans le premier ZAP Comics en 1968, est vite devenue l'icône de l'optimisme des années 1960. En tant que rétrospective de la vie de Crumb, le documentaire inclut également des images de son frère aîné Charles, reclus et suicidaire, dont la maladie mentale et les tendances pédophiles autoproclamées à l'adolescence l'ont confiné chez lui pendant des décennies. Charles s'est ensuite suicidé. Avant sa sortie, le film présente aussi le frère cadet de Crumb, Maxin, un mendiant et peintre avec ses propres démons. Bien que Zwigoff ait apparemment obtenu le consentement de tous les frères Crumb, les problèmes mentaux dont souffraient Charles et Maxin ont soulevé des questions quant à savoir si les frères les plus perturbés étaient réellement capables de donner un tel consentement. La controverse a été accentuée par la manière dont Robert Crumb manifeste clairement du plaisir en racontant les fantasmes sexuels, les pulsions sauvages, la débauche et les thèmes racistes et sexistes présents dans son œuvre, révélant l'inspiration étrange et les processus mentaux troublants qui se cachent derrière sa créativité. Le numéro 2 est Jésus Camp par Heidi Ewing et Rachel Grady. Considéré comme radical et révélateur, ce documentaire de 2006, réalisé par Heidi Ewing et Rachel Grady, porte sur la communauté chrétienne évangélique située dans la Bible Belt américaine. Le Kids of Fire School of Ministry, camp d'été chrétien charismatique près de Devil's Lake, Dakota du Nord, est dirigé par Becky Fisher et Kids in Ministry International. Les réalisateurs exposent le monde à une culture intense de personnes dévouées et suivent un chat 3 enfants qui ont participé au camp d'été Kids on Fire en 2005, Levi, Rachel et Tori. Au cours de l'été, on enseigne aux enfants qu'ils possèdent non seulement des dons prophétiques et qu'ils peuvent reprendre l'Amérique pour le Christ. Les 3 enfants étaient déjà des chrétiens dévoués. Levi recevait l'instruction à domicile et on lui a dit que le réchauffement climatique est une idée politique. Rachel prit au-dessus d'une boule de bowling au début du film. Elle a aussi distribué des brochures chrétiennes à des inconnus, leur disant que Jésus les aime. Tori est membre de l'équipe de danse de louanges pour enfants à l'église Christ triomphant. Elle danse sur de la musique heavy metal chrétienne, et elle dit au réalisateur qu'elle doit se surveiller pour s'assurer qu'elle ne danse pas pour la chair. Au camp, Fisher est chez montré en train d'insister sur la nécessité pour les enfants de se purifier afin de faire partie de l'armée de Dieu. Elle a dit à la caméra « Je veux voir des jeunes qui sont aussi engagés pour la cause de Jésus-Christ que les jeunes le sont pour la cause de l'islam. » Elle a également dit « Je veux les voir donner leur vie radicalement pour l'Évangile, comme ils le font au Pakistan, en Israël et en Palestine. » Le film a été nommé à l'Oscar du meilleur documentaire lors de la 79e cérémonie, mais a perdu face à Une vérité qui dérange. Et en première position, il y a Capturing the Freedmans d'Andrew Aroki, peut-être l'un des documentaires les plus controversés, voire le plus notoire de ces dernières années, est le film de 2003 Capturing the Freedmans. Le réalisateur Andrew Averkey avait commencé à l'origine avec un court-métrage intitulé « Juste un clown » sur les animateurs d'anniversaire pour enfants à New York. L'un des sujets du court-métrage était un clown populaire nommé Silly Billy, interprété par David Friedman. En enquêtant, Friedman a appris que son frère Jesse et son père Arnold avaient admis des abus sexuels sur mineurs. Araki a trouvé que la famille Friedman détenait des films familiaux. Inspiré par cette révélation, Haruki a interviewé certains des enfants impliqués dans cette affaire d'abus très médiatisée et a transformé son court-métrage en un documentaire sur les Friedman, montrant l'enquête de 1987 menée par le service postal américain sur la vie d'Arnold Friedman.
Le service postal américain avait intercepté un magazine de pornographie enfantine envoyé à Friedman depuis les Pays-Bas. En perquisitionnant la maison des Friedman, les enquêteurs ont trouvé de la pornographie enfantine. Des soupçons d'abus sexuels ont immédiatement surgi, car Arnold Friedman donnait des cours d'informatique à des enfants chez lui. Après une longue enquête médiatisée, Arnold Friedman a plaidé coupable à plusieurs chefs de sodomie et d'abus sexuels, comme son fils Jesse Friedman, qui a aussi accusé son père d'agression sexuelle. Arnold Friedman a aussi reconnu avoir abusé sexuellement de son frère Howard durant leur enfance. En 1995, Arnold Friedman s'est suicidé en prison, laissant à son fils Jesse une assurance vie de 250 000 $. Pour sa part, Jesse Friedman a été libéré de prison en 2001, après avoir purgé 13 ans de sa peine. Capturing the Friedmans a été très acclamé par la critique et a remporté le Grand Prix du jury au Festival du film de Sundance en 2003. Il a également été nommé à l'Oscar du meilleur documentaire en 2003. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Je laisserai un lien ci-dessous vers une autre liste. J'ai réalisé une vidéo sur les médias controversés. Cliquez sur une case pour la regarder. Toutes les séquences, musiques utilisées et sources seront liées ci-dessous. Mais comme je l'ai dit, c'est tout pour le moment. Comme toujours, à la prochaine.